Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous rejoindre encore une fois pour ce briefing traditionnel. Comme vous pouvez voir, nous avons Igor avec nous. Arnaud est toujours entre deux trains et deux avions et devrait revenir demain. Et donc, on devrait bénéficier de sa présence jeudi. Donc, et non pas au jour d'aujourd'hui, comme a tendance à dire malheureusement notre directeur. Mais c'est la dernière fois. Igor, je crois que tu commences aujourd'hui par la diplomatie et tu enchaîneras ensuite à l'inverse par la politique et l'économie. Nous t'écoutons. Merci Gilles, effectivement. Bonjour à tous. On va commencer ce briefing par les nouvelles du front diplomatique, avec tout d'abord les informations concernant les relations entre les États-Unis et la Russie, qui connaissent de nouveaux développements depuis quelques jours. Alors tout d'abord, il se pourrait que Madame Victoria Nuland, qui est sous-secrétaire d'État américaine, se rende à Moscou d'ici la fin du mois. C'est en tout cas des rumeurs qui sont relayées dans des médias tout à fait sérieux comme Commerçante ou d'autres journaux, qui s'appuient sur des sources officielles. D'autre part, la secrétaire au Trésor américain, Madame Janet Yellen, dont il a été régulièrement question ces derniers jours, a laissé entendre ce week-end qu'en cas de paix, entre guillemets, les sanctions pourraient faire l'objet de corrections, c'est le terme qu'elle a employé, mais qu'au vu de ce qui s'était passé, certaines sanctions devraient rester en place. Et elle a ensuite ajouté que les États-Unis préparaient de nouvelles sanctions ciblées sur des personnalités, 14 personnalités en l'occurrence, sans qu'on ne sache encore les noms, et 28 sociétés qui permettraient à la Russie manifestement d'accéder à des technologies militaires qui sont sous le coup de sanctions occidentales. Toujours du côté des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis, une rencontre entre des délégations des deux pays s'est tenue aujourd'hui à Ankara, de manière très discrète, qui a été révélée par Commerçante, dont on a appris seulement que Sergei Narishkin, donc le patron du renseignement extérieur russe, du SVR, emmenait la délégation russe en Turquie pour rencontrer les homologues américains. Alors de quoi ont-ils pu parler? Ce genre de délégation a pu se produire par le passé, hein, notamment l'année dernière, sauf qu'en général, elles étaient annoncées a posteriori et on apprenait assez peu de choses au final sur le contenu des discussions. Alors, il y a quelques sujets qui figurent à l'agenda bilatéral, évidemment le traité New Start et son renouvellement dont on a parlé la semaine dernière. A priori, ce n'est pas forcément le premier sujet qui correspond, je dirais, au mandat notamment de Narishkin, mais en tout cas, on sait que Russes et Américains souhaitent renouer le dialogue à ce sujet-là, comme cela a été dit la semaine dernière, et qu'une réunion devrait se tenir d'ici la fin de l'année au Caire, et qu'elle pourrait durer plusieurs jours entre experts russes et américains afin de commencer à explorer les modalités d'une éventuelle prolongation du traité New Start. Le deuxième sujet, probablement plus, je dirais, dans le scope des discussions qui se sont tenues à Ankara, ce sont les échanges de prisonniers auxquels Russes et Américains chercheraient à se livrer, donc des ressortissants américains prisonniers en Russie contre des ressortissants russes détenus par les États-Unis ou par les Européens. Et là, on pense évidemment que les Russes pourraient chercher à récupérer Victor Bout, hein, le marchand d'armes arrêté depuis des années maintenant et qui est sous les verrous aux États-Unis, alors que les Américains pourraient chercher à obtenir la libération de la basketteuse Britney Greener et du citoyen Paul William, qui sont tous deux sous les verrous en Russie. A priori, des discussions qui pourraient porter plutôt sur ce type de sujet. Deuxième nouvelle, le G20, qui va s'ouvrir demain et durer jusqu'à mercredi. On est donc dans les préparatifs, en tout cas dans les premières rencontres préliminaires à ce G20. Alors bien que Vladimir Poutine ne s'y rende pas, le sujet Russie évidemment est dans toutes les têtes, et s'impose déjà dans les discussions préparatoires à la veille de l'ouverture du sommet, puisqu'on apprend que les membres occidentaux promeuvent déjà un communiqué final qui soit très très dur dans le phrasé, dans le wording, comme on dit, très dur à l'égard de la Russie, ce à quoi s'oppose l'Indonésie, hein, qui est le pays hôte, qui ne veut pas qu'on ait au contraire un communiqué qui soit très critique à l'égard de la Russie. De son côté, la Chine a affirmé maintenir sa posture de soutien à la Russie afin de ne pas laisser là aussi les Occidentaux s'imposer sur le narratif du communiqué final. Enfin, on sait que M. Zelensky souhaite proposer en ligne, hein, puisqu'il interviendra depuis l'Ukraine, d'exclure la Russie du G20. Il y a eu aujourd'hui la rencontre entre M. Biden et M. Xi Jinping,
qui s'est conclu en gros avec les deux, enfin, pour ce qui nous intéresse en tout cas, hein, les deux informations suivantes. Tout d'abord, les deux présidents ont rappelé leur refus partagé de la guerre atomique, d'une part, et d'autre part, que une arme employée, également refusé le fait que toute arme nucléaire puisse être employée dans le conflit en Ukraine. Ça, c'est un point de convergence entre les Russes et les Chinois. On sait que les Chinois avaient déjà laissé entendre qu'ils étaient inquiets par la trajectoire que prenait ce conflit, et puis les rumeurs potentiel emploi d'armes nucléaires ou de bombes sales en Ukraine. Et deuxième point, la Chine a fait part de son souhait de voir l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis engager un dialogue global avec Moscou. Bon, c'est une formule assez elliptique, mais en tout cas, la rencontre entre les deux principaux, entre la Chine et les États-Unis, de présidents des deux pays, s'est tenue à la veille de l'ouverture du G20. Autre information, elle nous vient du côté de Bruxelles, puisque M. Borrell a indiqué que l'Union européenne n'était pas prête pour prendre un nouveau paquet de sanctions. Donc à ce stade, il n'y aura pas de neuvième paquet de sanctions européen contre la Russie. Il suffit de regarder déjà le dernier paquet de sanctions, le huitième, pour voir que, à vrai dire, il n'y a plus grand-chose, à mon avis, encore à sanctionner. Quand vous regardez dans les annexes du document, vous voyez que, on l'a déjà dit ici, hein, les déodorants, le sopalin, les papiers toilettes, enfin, les sanctions portent désormais sur tout. Par conséquent, pas à ce stade de neuvième paquet envisagé. En revanche, l'Union européenne a officiellement lancé son programme de formation pour les militaires ukrainiens. Il va donc avoir 15 000 militaires ukrainiens formés dans l'Union européenne. Alors, dans l'Union européenne, ça veut dire principalement en Pologne, on parle d'environ 10 000, en Allemagne, environ 4 000, et le reste des 1000 qui restent devraient être formés un peu en France et un peu dans les autres pays. Enfin, une nouvelle sur les relations entre Israël et l'Ukraine, dont il est occasionnellement question dans nos briefings. L'ambassadeur d'Israël en Ukraine s'en prend à Kiev suite au vote ukrainien en faveur d'une résolution onusienne demandant notamment à la Cour internationale de justice de La Hague de rendre d'urgence un avis consultatif au sujet, je cite, de l'occupation prolongée, la colonisation et l'annexion de territoires palestiniens par Israël. Fin de citation. C'est un vote qui s'est tenu en fin de semaine dernière à New York et qui a donc rendu furieux les autorités israéliennes, principalement l'ambassadeur sur place. Et on sait que, évidemment, l'Ukraine demande une assistance militaire à Israël, que Israël rechigne à la lui apporter. Donc, on a un sujet supplémentaire qui s'invite dans la relation bilatérale, sachant que M. Netanyahou, qui a été officiellement investi par le président israélien en fin de semaine dernière, va maintenant former son cabinet, qui devrait être pleinement opérationnel dans les semaines qui viennent, et que M. Netanyahou, a priori, aurait laissé entendre qu'il n'entendait pas changer la posture donc de Tel Aviv à l'égard du conflit en Ukraine. Donc, pas de livraison d'armes a priori par Israël. On va passer aux nouvelles économiques qui sont très brèves. Deux nouvelles. Tout d'abord, une nouvelle qui provient des services de Boris Titov. Alors, Boris Titov, qui est le médiateur pour les affaires. Selon ces services, qui ont mené donc une série d'enquêtes et de sondages auprès des entrepreneurs russes, près d'un tiers de ces entrepreneurs font face à une baisse de leurs recettes, et environ 6% des entrepreneurs sondés indiquent qu'ils sont sur le proche du dépôt de bilan. Et tous les sondés, globalement, pointent du doigt l'essoufflement de la demande intérieure en Russie. Et la deuxième information, elle provient d'une enquête réalisée par le site Superjob, selon lequel le chinois est désormais la deuxième langue la plus demandée par les employeurs dans les offres d'emploi. Elle devance donc le français, qui est en troisième position, et elle arrive évidemment juste derrière l'anglais, ce qui n'est pas une surprise. Et je vais terminer ce briefing avec donc le petit topo que je vous avais promis jeudi sur cette oukase, vous savez, que Vladimir Poutine a signé au sujet des valeurs morales et spirituelles la semaine dernière. Il y avait des questions qui avaient surgi dans le cours du briefing. Alors, j'ai pris connaissance de ce document. Alors, c'est un document qui fait 11 pages. C'est pas un très, très grand document. C'est un document qui, par nature, est plutôt un document cadre et qui, a priori, se veut assez général, mais celui-ci a quand même une valeur performative assez prononcée, avec des préconisations quand même assez précises en matière de quel organe va répondre de quelle action. Il s'adresse évidemment prioritairement à un public domestique en Russie, mais plus précisément à des organes du gouvernement, des ministères, précisément, et le gouvernement en général. Alors, ministère de l'Éducation, par exemple, ou encore le ministère des Affaires intérieures, le MVD,
puisque, une fois encore, il y a quand même des prescriptions dans ce document qui s'adressent à des structures assez précises. Alors, le contexte, on le connaît, je ne vais pas le rappeler, c'est celui de la confrontation avec ce que on appelle ici en Russie l'Occident collectif, confrontation larvée militairement à travers le champ de bataille ukrainien, et confrontation économique avec les sanctions, confrontation politique dans des narratifs très durs, les gens se jetant la pierre finalement pour le contexte dans lequel on se trouve, et confrontation idéologique. Alors, la tonalité du document est assez similaire à ce qu'on peut lire, notamment, on va dire, depuis la période de la refonte de la Constitution en juin 2020. On retrouve des éléments dans ce texte qu'on a pu lire ça et là dans j'allais dire, les analyses, les écrits qui entouraient ce contexte de refonte de la Constitution, notamment puisque dans ce texte de la nouvelle Constitution, il y a désormais des références faites aux valeurs spirituelles, aux valeurs dites traditionnelles, qui ne figuraient pas nécessairement dans l'ancien texte de la Constitution. L'idée en fait sous-jacente, enfin l'idée principale de ce document-là, c'est que la Russie se trouverait donc soumise à une série de menaces extérieures mais également intérieures. On s'en doute, la pression exercée par l'Occident collectif, tel que c'est décrit dans le texte, donc sur la Russie, sur la société russe, la compétition globale au niveau planétaire entre grandes puissances et puissances régionales qui est exacerbée, et le risque donc, que font courir la conjugaison de ces deux menaces sur la fragmentation de la société russe. Bon. Ça, c'est le constat. À quoi cela conduit? Eh bien, à la nécessité, d'après le texte, de consolider la société, de consolider l'édifice. Grâce à quoi? Eh bien, en s'appuyant sur des valeurs et le rôle de ces valeurs dites traditionnelles, qui sont rappelées donc, dans le document et sur lesquelles il y aurait un consensus assez large au sein de la société russe pour les partager et pour les promouvoir. Donc, ces valeurs traditionnelles telles qu'elles sont présentées dans ce texte, eh bien, c'est la liberté des individus, le patriotisme, la citoyenneté, le service de la patrie, l'institution du mariage, l'institution de la famille, la justice, etc. Donc, des notions, j'allais dire, assez... on peut tout à fait, comment dirais-je, comprendre. Le document rappelle que la Russie est un État pluriconfessionnel. Il est fait mention du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme et d'autres religions, mais que c'est bien l'orthodoxie qui a joué un rôle spécial dans l'édification et la structuration de ces valeurs. Alors, ces valeurs seraient menacées par des acteurs externes, je l'ai évoqué, le document cite des groupes terroristes, cite des médias, cite explicitement les États-Unis ainsi que les pays inamicaux, mais également par des menaces internes. Et cette pression sur la société russe serait menée à travers une guerre idéologique, en tout cas une idéologie destructrice, c'est le terme qui est employé dans le texte et qui revient régulièrement, une idéologie destructrice, en vue de sommer le désarroi dans le système des valeurs en Russie. Alors, plusieurs actions sont à entreprendre pour prévenir cette fragmentation qui est pressentie par le texte si on ne fait rien. C'est là qu'on arrive dans la partie performative du document que je vais vous épargner. Mais en résumé, ce que je retiens du texte, c'est que en fait, sous le titre alors le titre officiel, d'ailleurs, j'aurais dû peut-être commencer par ça, mais c'est les fondements de la politique de l'État en vue de conserver et consolider les valeurs spirituelles et morales. Voilà, c'est le texte officiel de l'Oukaz, mais on pourrait finalement le retitrer par doctrine de sécurité spirituelle et morale de la Fédération de Russie. C'est un petit peu ça finalement en 11 pages. Comment est-ce que le pays entend se protéger sur les plans des valeurs morales et spirituelles, afin de faire face à ce qui est perçu ici comme des menaces à la fois internes et externes. C'est un premier élément. Le deuxième point, c'est que la tonalité reprend, et ça je crois que j'avais dit jeudi, cette dichotomie entre ce qu'on a pu entendre depuis plusieurs semaines, vous savez, la lutte du bien contre le mal, des choses comme ça, qu'on a pu déjà entendre, lutte existentielle que la Russie prétend livrer dans ce conflit en Ukraine. Bon. Et le syndrome de forteresse assiégée, qui est assez structurel dans la géopolitique de la Russie, qu'on retrouve là aussi en fil rouge dans ce texte. Et finalement, et je terminerai là-dessus, à travers ce texte, on comprend que la Russie se vit comme la gardienne des valeurs qu'elle considère authentiques et européennes, et que l'Europe aurait, d'après elle, renié, et dont elle est désormais, manifestement, en tout cas, elle se prend désormais pour la gardienne de ces valeurs traditionnelles. Voilà, j'en reste là, et on peut passer aux questions. Merci infiniment d'abord de tous ces points, et surtout de cette recherche
très exhaustive sur la question qui avait été posée. Donc, vous voyez que nous vous écoutons, nous vous entendons et nous travaillons pour trouver les réponses. Enfin, surtout Igor, à vrai dire, mais bon, voilà. On avait une question sur la hotline, donc on vous conseille souvent d'envoyer vos questions hotline, donc en voilà un exemple. Et la question est la suivante. La divulgation des adresses et des données personnelles des agents de l'étranger à compter du 1er décembre est-elle de nature à inquiéter un certain nombre de ressortissants étrangers présents sur le sol russe? Et les Français en particulier, j'imagine. Alors, sur la question des agents de l'étranger, il faut voir qu'il y a déjà en gros trois catégories désormais. Il y a les ONG, ça c'est la catégorie historique, j'allais dire, des agents de l'étranger. À ce jour, vous avez environ 79, non, pas environ, vous avez 79 ONG qui sont classées comme agents de l'étranger. Et quand vous allez sur le site du ministère de la Justice, vous avez déjà pour chacune d'entre elles l'adresse qui est indiquée, enfin, vous avez toutes les informations qui les concernent. La deuxième catégorie, ce sont les médias. C'est la plus grosse catégorie, 198 entrées. Donc là, en revanche, il n'y a aucune adresse qui figure. Et dans les médias, vous pouvez avoir le nom d'un média. Donc, un exemple, La Voix de l'Amérique, hein, Golos Amérique, qui est indiqué, c'est un des premiers. Mais vous pouvez également avoir des personnes considérées comme des médias. Donc là, ça va être des blogueurs, par exemple. Par exemple, M. Dutch, qui est un blogueur très, très populaire en Russie, est enregistré désormais comme agent de l'étranger. Il ne figure pas dans la catégorie des personnes ou des ONG, a fortiori, mais dans celle des médias. Puis vous avez une troisième catégorie qui est apparue plus récemment, enfin historiquement, c'est celle des personnes, des personnalités physiques. Et là, à ce jour, vous avez 49 noms qui sont enregistrés. Quand vous lisez cette liste, il ne s'agit que de personnalités russes ou peut-être titulaires d'une nationalité, mais prioritairement russes, et également pour lesquelles leur adresse personnelle et ou professionnelle ne figure pas encore publiquement, en tout cas sur le site internet ou dans les registres publiquement accessibles. C'est ce qui donc manifestement va évoluer. Alors, est-ce que ça va faire peser une menace à la sécurité? Enfin, je ne sais plus comment c'est formulé pour ces personnes-là. Je sais pas, puisque bon, a priori, j'en doute, hein, puisqu'il y a des gens qui vivent avec ce statut, il y a 49 personnes, hein, je l'ai dit, depuis plusieurs mois. Certaines sont parties de Russie, on connaît un monsieur Galkin, par exemple, ou d'autres personnes. Certaines y résident probablement encore. En gros, c'est ce statut où on vous frappe d'un certain sceau, mais qui ne vous, comment dirais-je, ne vous expose pas a priori à des rétorsions, des masses de représailles physiques. C'est un statut intimidants liés aux activités que vous réalisez qui sont considérées comme nuisibles et néfastes par le gouvernement russe. Donc, après, chacun prendra la décision comme il l'entend. S'il estime qu'il y a une menace à sa sécurité, il quittera le territoire. Mais pour cela, évidemment, il faut être soit étranger, soit titulaire d'une nationalité si on est russe. Mais on entend dire souvent, enfin, je pense que ce sont les craintes qui s'expriment, que en fait, tout citoyen russe travaillant pour une société étrangère deviendrait de facto agent de l'étranger, serait dans cette liste. Société classée comme agent de l'étranger, oui. Oui, par transitivité. Ça, il faudra regarder. Une fois de plus, il y a déjà près de 80 ONG, donc on peut imaginer qu'il y a des Russes qui travaillent dans ces ONG et qui donc pourraient être concernés par ce phénomène que tu décris. Euh, à ce jour, moi, je n'ai pas vraiment d'informations pour savoir si ce statut qui s'applique à l'entité juridique automatiquement concerne tous les employés de la société. Je ne crois pas que ça a été le cas. Mais ça les concerne, peut-être pas juridiquement, mais ça les concerne matériellement ou quoi, parce qu'ils sont dans des conditions difficiles qui se compliquent du fait de leur statut. Donc, ils sont considérés par les conséquences de cette catégorie. Oui, bah, l'inquiétude que moi j'ai entendue plusieurs fois, c'était pas des gens qui étaient dans des ONG, mais dans des sociétés ou des Des médias. ambassades ou des médias ou des choses comme ça. Ouais, Donc, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute de ça parce que c'est absolument. quelque chose qui inquiète. Alors, une autre question sur un décret. Vladimir Poutine a signé aujourd'hui un décret autorisant le service de conscription dans les forces armées de la Fédération de Russie pour les personnes de nationalité étrangère. Comment comprendre cette information? Comprendre qu'ils sont en train d'élargir l'assiette pour aller chercher le plus possible de bras, entre guillemets, en tout cas de combattants désireux ou d'aller voilà, dans les rangs de l'armée russe pour toucher a priori une paye qui n'est pas inintéressante, surtout si on la rapporte au salaire qui existe en région. Donc là, prendre des étrangers au service militaire afin de leur offrir, proposer, disons plutôt une formation militaire, et puis ensuite, on imagine être expédié
probablement en Ukraine. Donc, c'est la même idée, c'est d'essayer de continuer de lever des combattants potentiels, quelques centaines de plus, peut-être quelques milliers de plus. Je doute à vrai dire que ce décret puisse aller au-delà de quelques centaines, maximum quelques milliers de personnes. Et une fois de plus, c'est un cadre général, c'est-à-dire qu'après, ça va être du cas par cas dans la commission de recrutement. Il peut très bien y avoir eu des cas de gens qui se sont présentés, qui n'ont pas été acceptés pour des raisons qui ont été définies par les commissions de recrutement. Donc, comment l'expliquer? Le besoin de combattants sur le champ de bataille. Oui, il est probable que ça s'adresse essentiellement aux anciennes républiques avec des russophones dedans. Il y a des chances que ça soit prioritairement pour effectivement les républiques soviétiques. On peut imaginer s'il y a des ressortissants, peut-être des Balkans, de Serbie aussi, peut-être que c'est un bassin entre guillemets de recrutement qui n'est pas inintéressant, mais c'est pour ça que je dis qu'il y aura du cas par cas ensuite sur les commissions de recrutement, parce qu'en fonction de la nationalité étrangère est considérée, et surtout si ce sont des gens ressortissants de pays inamicaux, il est possible quand même que certaines commissions de recrutement se montrent un peu réticentes à recruter ces éléments. Question d'actualité, quelles sont les relations de l'Indonésie avec les Russes et les Américains? Bah, de ce qu'on voit aujourd'hui sur comment dirais-je, le contexte G20, c'est qu'ils essayent de maintenir l'équilibre. D'une part, on a vu que le président Joko Widodo, indonésien, Joko Widodo, président indonésien, avait fait le déplacement à Moscou il y a quelques mois pour essayer d'offrir ses bons offices. Ils essayent, un, de rester en dehors de la mêlée, et deux, le cas échéant, de servir éventuellement de Missy Dominici. Bon, maintenant, ils accueillent le G20. Ils veulent que ça soit un G20 réussi, ce qui est tout à fait honorable. Et Vladimir Poutine ne vient pas, Zelensky ne vient pas, donc ça enlève un peu de pression sur le déroulé. Cela dit, à la veille de l'ouverture du G20, j'ai déjà cru voir passer l'information sur laquelle il n'y avait pas eu de photos de groupe traditionnel, puisque M. Lavrov est sur place. Alors évidemment, il y a des gens qui ne voulaient pas être sur la photo avec Lavrov, manifestement. Bon, il y a des choses comme ça qui se passent déjà, mais ils essaient de garder une position un peu équidistante et de ne pas prendre parti pour l'un contre l'autre. C'est mon sentiment sur ce sujet-là. Alors, une autre question qui n'a rien à voir. Bonjour, y a-t-il encore du pétrole et du gaz russe qui transitent par l'Ukraine? Bonne question. Je crois qu'il n'y a pratiquement plus rien en ce qui concerne le gaz. Il en reste, hein. Il n'y a pas rien, mais il y a peu, en tout cas bien en dessous de la capacité du tube. Je pense que l'Ukraine d'ailleurs continue de toucher les droits de transit que lui verse la Russie pour le transit de gaz russe à travers ce tube vers l'Europe. En ce qui concerne le pétrole, je ne saurais pas dire, donc je ne vais pas éviter de dire des bêtises. Alors, une question d'un de nos amis banquiers actuellement en France, mais des banques US ont indiqué que leur gouvernement leur demandait de maintenir des liens avec la Russie. Un communiqué Bloomberg a aussi évoqué ce point. Cela ne semble pas être le cas en France. Deux questions. Quel est le rationnel américain? Et y a-t-il un risque, à votre sens, en termes de compétitivité pour les banques françaises? Alors effectivement, la semaine dernière, on a appris que le gouvernement américain demandait à JP Morgan et à Citigroup, si je ne me trompe pas, de maintenir leur position en Russie et de ne pas fermer. Donc, on peut imaginer que les Américains estiment que ces banques auront un rôle à jouer dans l'avenir, plus ou moins proche, dans les relations entre les deux pays, ou tout du moins pour le fonctionnement du système bancaire. Est-ce que c'est pour régler des achats? Est-ce que c'est pour quel type de transactions? C'est pas trop, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces deux banques ont quelque part une sorte de totem d'invulnérabilité, puisque s'ils restent là, ils ne vont pas s'exposer à des sanctions secondaires ou quelques sanctions que ce soit de la part de l'OFAC, puisqu'ils ont une autorisation de continuer à maintenir une empreinte en Russie et le cas échéant, à opérer même peut-être en Russie. Alors après, dans quelles conditions, pour quelles transactions, ça on ne sait pas. Donc oui, ça a introduit un double standard par rapport aux établissements bancaires européens notamment, et français en particulier, parce que c'est dans la question, qui, à ma connaissance, ne peuvent pas disposer de ce type j'allais dire, de protection, et en tout cas de, de garantie qu'a priori, ils n'auront pas de problème s'ils se maintiennent leur position en Russie.
Donc, oui, au minimum, c'est évidemment un double standard. Mais bon, ça remonte pas à cette crise-là, ça remonte à déjà bien avant, hein. Quand vous êtes une entreprise, sans forcément les banques, mais une entreprise européenne, que vous demandez des clarifications à l'OFAC sur telle ou telle provision, ou telle sanction, ou telle chose, vous n'aurez jamais de réponse claire. Vous aurez une réponse très, très elliptique, alors que les Américains, eux, les entreprises américaines, en l'occurrence, elles peuvent demander des précisions et auront des choses beaucoup plus, j'allais dire, précises et savoir à quoi s'en tenir dans leurs opérations sur tel ou tel marché qui peut être problématique ou sanctionné. Mais c'est un double standard qui existe depuis des années. Ouais. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Notre ami Jean Radvani, que nous saluons, nous dit: j'ai été étonné de l'affirmation que la Chine était devenue le premier partenaire commerce extérieur de la Russie cet été. Or, d'après Eurostat, c'est le cas depuis plusieurs années. Alors, oui, c'était les chiffres qui étaient là pour juin, juillet et août qui étaient donnés. En fait, c'était en tant que pays, parce que je pense que l'idée derrière la question de Jean, c'est comparé à l'Union européenne. Donc, quand on accumule, voilà, le commerce, Allemagne, France, etc., enfin, des pays de l'européen, de tous les pays européens, on arrivait à un total qui dépassait le seul commerce avec la Chine. Or là, sur cette période estivale, même quand vous fragmentez tout le commerce avec les pays européens, que vous l'additionnez, on était en dessous de celui avec la Chine. Genre, j'avais donné le chiffre 158 milliards de dollars, il me semble, pour la période cumulée. Avec l'Europe, on est passé en dessous. Bon, la question, c'est est-ce que sur l'ensemble de l'année 2022, on va être dans cette réalité-là, c'est-à-dire que la Chine dépasse les pays européens, l'Union européenne dans le commerce. A priori, quand on voit les flux, on peut le penser, mais quand vous prenez même un autre pays comme la Turquie, par exemple, là, le commerce entre la Russie et la Turquie a littéralement explosé. Je rappelle que les années précédentes, il était autour une fourchette entre 15 et 20 milliards par an. Pour l'année 2021, on est monté au-dessus des 25 milliards. C'est une année qui était très, très, très prospère pour les relations commerciales entre la Russie et la Turquie. Et je crois que là, à la sortie de l'été, on était déjà pas loin des 30, voire 35 milliards, hein, contre la Russie et la Turquie. Donc ça va être une année vraiment record pour le commerce bilatéral russo-turc. Bon. Je ne dis pas qu'il va dépasser le commerce cumulé entre les pays européens et la Russie, mais je dis que c'est un paramètre qui est en train de monter. Une question qui est un peu différente, mais qui est intéressante. Il y a 4 ans, la Russie accueillait la Coupe du Monde, période pendant laquelle l'image de la Russie avait été renforcée, améliorée, avec des touristes du monde entier, des caméras étrangères qui montraient un pays moderne, riche, ouvert, bien organisé. N'avez-vous pas l'impression d'un énorme gâchis? Combien d'années faudra-t-il pour que la Russie soit à nouveau fréquentable? Les Russes en ont-ils conscience? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Si moi je répondais, je dis oui, j'ai l'impression d'un énorme gâchis. Par contre, combien de temps faudra-t-il pour qu'elle soit de nouveau fréquentable? Je ne sais pas. Pavel, tu Bah, veux peut-être. vas-y, Pavel. Non, je crois que le mot est juste. Alors peut-être que ce n'est pas notre objet d'émettre des considérations de cet ordre-là et des jugements moraux, mais oui, le mot de gâchis, me semble-t-il, est sans doute celui qui est le plus approprié à la situation. Si l'on réfléchit aux choses selon une perspective historique, on a vu des conflits bien plus douloureux et bien plus dévastateurs qui cicatrisaient en un temps record, alors qu'un certain nombre d'oiseaux de mauvais augure pêchaient des décennies et des décennies d'aliénation. Donc l'espoir meurt en dernier. Bah, pour compléter, déjà, quelque part, si on remonte un peu dans le passé, les JO de 2014 de Sochi, dont les Russes étaient très très fiers, avaient été quand même quelque peu gâchés par les événements en Ukraine et dans le Donbass, etc. Mais les Russes étaient vraiment très très fiers de l'organisation de ces Jeux. Et ensuite, toujours sur le sportif, la Coupe du Monde 2018, enfin, à ma connaissance, la FIFA avait expliqué que c'était une des plus meilleures Coupes du Monde organisées ces dernières années, qu'elle avait, à tout point de vue, été un événement sportif réussi. Donc, effectivement, que des plus à cocher. Et nous, on l'avait évidemment vécu ici, on avait vu les rues de Moscou se remplir avant le début de la compétition sportive de milliers de touristes venus notamment d'Amérique du Sud
d'Afrique également et d'Asie, donc des visages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en masse comme ça, en tout cas à tous les coins de rue ou presque et dans le métro. Donc oui, c'était vraiment l'ouverture, enfin la ville qui s'ouvrait encore plus qu'elle ne l'est au monde en général. Et ça avait été une très très belle fête, hein. Bon, maintenant, je, moi je dis, c'est vrai que c'est un très gros gâchis, hein, ça, bon, c'est pas un scoop en soi. Est-ce que les Russes ont conscience, tout ça, faut voir. Enfin, une fois de plus, la question de l'image, on en a déjà parlé au cours de ces séminaires, hein. C'est pas une donnée cardinale pour le pouvoir de se préoccuper de son image, surtout, pour regarder auprès de qui? Auprès des Occidentaux. C'est pas forcément le principal préoccupation, pour un tas de raisons, parce qu'ils savent pas forcément, c'est pas traditionnellement pas forcément en ligne de compte. Quand ils ont essayé de s'en préoccuper, ça n'a pas forcément donné les résultats escomptés. Et puis, ils ont tendance à considérer que c'est un peu une bataille perdue d'avance. Que finalement, quoi que fasse la Russie, elle sera toujours considérée comme sous un angle négatif. Donc, à vrai dire, c'est pas forcément le fond du problème. Maintenant, quelle est l'image de la Russie encore aujourd'hui dans les pays d'Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud? Je crois qu'elle est très contrastée par rapport à l'image qu'elle a en Europe aujourd'hui et aux États-Unis. C'est pas la même. Voilà. Donc il faut regarder l'image qu'on renvoie, mais quel est le récepteur aussi? Et en fonction du récepteur, à paramètres équivalents, l'image n'est pas la même. Merci. Alors, merci pour votre intervention. Toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai entendu sur certains médias que côté américain, il s'agissait désormais de, entre guillemets, calmer Zelensky plus que de calmer Poutine. Sous-entendu que les États-Unis ne soutiendront pas les Ukrainiens dans leur volonté de reprendre la Crimée. Pensez-vous que ce projet soit réaliste, quelle que soit l'attitude des Occidentaux à ce sujet? Vous dites que le projet devrait être la reprise de la Crimée. Par rapport précisément à la Crimée, c'est ça? Pensez-vous ce projet, donc c'est reprend. Bon, enfin, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, depuis une dizaine de jours, les choses se précisent, même une semaine, on entend des choses qui se précisent, puisqu'il y a des informations qui sont reprises par les grands titres américains, New York Times, Washington Post, Financial Times et autres, qui expliquent, sans jamais vraiment non plus citer nommément les sources, que voilà, les Américains font passer des signaux aux Ukrainiens qu'il faut commencer à réfléchir, à envisager les modalités de discussion avec les Russes. On a parlé de M. Sullivan, donc le conseiller à la sécurité nationale de Biden, qui s'est rendu discrètement à Kiev, qui a rencontré aussi discrètement des hauts responsables russes, M. Patrouchev, M. Ushakov, pour ouvrir des canaux de discussion directement avec eux et puis les maintenir ouverts, là aussi pour essayer comment dirais-je, de sentir comment les choses peuvent évoluer en vue de discuter de modalités pour un gel des hostilités, sans même parler de paix, hein, ça paraît bien utopique aujourd'hui. C'est toujours présenté avec des précautions sémantiques très, très fortes de la part des Américains qui prennent toujours soin de rappeler qu'ils ne dicteront pas les termes de la paix aux Ukrainiens, qui ne discutent pas, soi-disant, du sort de l'Ukraine dans le dos des Ukrainiens, qu'ils continueront, quoi qu'il arrive, de fournir de l'armement à l'Ukraine et que ce sera à elle et à elle seule de décider quand et comment on signera quel document. Bon, il y a toujours cet enrobage. Cela dit, ça vaut depuis le début, hein, depuis février-mars. Sauf que maintenant, on explique que voilà, il y a des visites et que on ferait comprendre aux Ukrainiens qu'il faudrait tirer parti de la fenêtre que représente l'hiver, avec les supposées difficultés qui vont être liées pour poursuivre les opérations militaires en raison de la météo, pour mettre un peu plus l'accent sur des discussions, en tout cas essayer de reprendre un processus diplomatique. Bon. Ça, c'est pour le contexte général. Maintenant, ce qui est la Crimée, je crois qu'on l'avait déjà dit, hein, cet été, hein, mais même avant, dans quelle mesure les Occidentaux suivraient-ils les Ukrainiens sur un objectif très hypothétique et auquel moi je ne crois pas, d'une opération visant à reconquérir la Crimée? Moi, je pense que là, le consensus va se briser sur cet objectif. À part les Britanniques et peut-être les Polonais qui sont très, très jusqu'au boutiste, je crois que même les Américains ne sont pas forcément sur cette ligne-là. Voilà pour la question. Je ne pense pas qu'il y ait de consensus sur ça. S'il y a un consensus, c'est sur le retour aux lignes du 24 février, me semble-t-il, mais pas au-delà. Ça me paraît peu probable et peu plausible. Mais même sur les retours aux lignes du 24 février, on voit que les Américains expliquaient encore la semaine dernière qu'ils croient de moins en moins à l'hypothèse d'une victoire militaire totale par l'un ou l'autre des camps.
Et dans le cas de l'Ukraine, retour aux lignes 24 février, ce serait une forme de victoire militaire, hein, évidemment. Ce qui veut dire qu'ils n'y croient pas, mais avec les précautions que j'ai évoquées, ils ont dit qu'ils allaient quand même livrer les armements, continuer à soutenir l'Ukraine militairement, politiquement, économiquement et diplomatiquement. Merci. Alors, il y a une question étrange à laquelle on ne va pas répondre parce que je ne sais pas quoi dire. Pourquoi Lavrov porte-t-il un t-shirt de Basquiat, artiste assez éloigné des valeurs portées par Lavrov ces derniers mois? Donc, si quelqu'un a une photo, on est preneur, mais bon. Plus sérieusement, bonsoir. Que pensez-vous de l'influence grandissante de l'organisation Wagner avec la création d'un siège social de style start-up à Saint-Pétersbourg? Elles sont les successeurs du régime de Vladimir Poutine. Wagner, on a expliqué que déjà, M. Prigogine maintenant a reconnu et revendique la paternité de la création de cette organisation. Effectivement, il y a l'ouverture d'une forme de campus Wagner à Saint-Pétersbourg pour développer des activités cyber, former des spécialistes en informatique et autres, et puis faire quelque part du recrutement. L'entreprise a pignon sur rue maintenant à Saint-Pétersbourg. Et donc, il y a une opération de communication qui est lancée autour de cette société. Et je pense que M. Prigogine veut aussi quelque part que les éventuels succès de Wagner sur le champ de bataille rejaillissent aussi sur lui, cette société, et qu'il puisse tirer parti de ces succès et donc de ce dividende en termes de réputation militaire sur le champ de bataille pour ce que ferait cette société sur le champ de bataille, pour peut-être pourquoi pas marquer des points au plan domestique, que ce soit politiquement. Oui, alors maintenant, lui prêter des ambitions, etc., je n'irai pas jusque-là. À mon avis, c'est comment dirais-je, surévaluer et surestimer sa trajectoire. Mais bon. Une question beaucoup plus terre-à-terre. La Rosebank a dit à un de mes amis qu'il ne pouvait plus faire de virement en dessous de 10 000 euros, 10 000 $. Est-ce vrai et pourquoi? Que quelqu'un a un élément de réponse à ça. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. D'autres l'ont entendu, alors la raison, on ne sait pas, mais on va creuser. On va voir, il y a peut-être une... Voilà. Alors là, tu as répondu à la question, mais si tu veux une précision, pourquoi pas. À lire les derniers développements, on a l'impression que les Américains n'ont aucun problème pour aider l'Ukraine à libérer son territoire, dont ne pas se concret, mais semblent avoir des états d'âme pour la Crimée. Ça, ce qu'on vient d'évoquer, mais voilà. Donc ça veut dire qu'implicitement, les Américains pensent que la Crimée n'est pas ukrainienne. Voilà. D'accord. Les Russes ne craignent-ils pas une trop grande dépendance économique vis-à-vis de la Chine? En tout cas, c'est un risque qui est identifié. Alors après, c'est un sujet évidemment qui est délicat, qui peut, suivant l'interlocuteur, surtout si c'est un interlocuteur officiel, créer un inconfort de sa part pour répondre à ces sujets-là. Mais c'est un risque qui est identifié par les experts, par les gens qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est pour ça que la Russie cherche, et me semble-t-il, va encore chercher à diversifier les partenariats économiques avec les horizons non occidentaux. Donc évidemment, la Chine est un très gros morceau dans ce spectre-là de partenaires, mais il y a des lignes qui sont jetées toujours sur l'Asie avec d'autres pays, certes bien plus modestes, mais ça rentre dans une logique de diversification avec des pays comme le Vietnam, la Corée du Sud, qui est certes joue le jeu, on va dire, quand même des sanctions, mais n'est pas non plus le plus zélé, et qui cherche à maintenir ses positions en Russie, avec quand c'est possible, les constructeurs automobiles, même si ceux-ci ont de plus en plus de mal à se maintenir. Et puis surtout le Moyen-Orient. Moyen-Orient, avec les pays du Golfe, c'est pas rien, avec qui la Russie a des relations tout à fait, j'allais dire, de travail constructif, voire bonne avec un pays comme les Émirats arabes unis, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, et puis ensuite l'Afrique, et d'une moindre mesure l'Amérique du Sud, parce que c'est très loin. Donc l'idée, c'est de diversifier le plus possible ces relations économiques, pour ne parler que de l'aspect évidemment économique. Maintenant, évidemment, la Chine, c'est un pays du P5, c'est un pays donc doté de droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une superpuissance économique, etc. Donc, avoir de bonnes relations aussi avec la Chine dans le contexte de confrontation avec les Occidentaux et principalement avec les Américains, c'est évidemment primordial pour Moscou. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais la Tribune a publié un papier sur de possibles négociations secrètes
US-Russie sur le futur partage du nucléaire civil iranien. Ukrainien, pardon. Ukrainien. Avez-vous des informations à leur sens? Nucléaire civil ukrainien. Bon, j'ai pas lu la tribune, donc je pense que j'irai pas très loin. Voilà. Partage du nucléaire civil ukrainien. Donc en gros, comme c'est des centrales nucléaires qui étaient construites à l'époque soviétique, et alimentées avec du combustible a priori russe, sauf que depuis déjà 2014, c'est les Américains Westinghouse qui avaient pris en charge l'entretien de centrales en Ukraine. Ça voudrait dire qu'il reviendrait. Bon, à vrai dire, je sais pas. Je sais pas, j'irai lire, je vous dirai, mais ça ne m'évoque rien comme ça. Si tu as le temps, jette un coup d'œil sur l'article et puis regarde. Voilà. Alors, ça va être notre dernière question, je pense. Quelle force politique ou personnalité tirerait profit d'un échec militaire, c'est-à-dire un retour aux frontières du 24 février? Le KPRF, le LDPR ou bien les modérés, Yabloko, les Dénia Rossia ou d'autres? Je dirais aucun d'entre eux, parce qu'ils sont tous dans l'organisation, enfin dans l'opposition systémique, donc ils ont tous mouillé la chemise pour soutenir, j'allais dire, la position du gouvernement, etc., depuis le 24 février. Donc, si jamais il devait y avoir un revers majeur, ils boiraient le bouillon comme tous les autres. Donc, en tout cas, parmi ceux qui sont cités, je vois personne qui pourrait prétendre tirer les fers du feu et jouer une quelconque carte dans un éventuel après. Donc, non, à vrai dire, je n'en vois aucun. Et sur les autres, vu qu'il n'y a pas d'autres, voilà, la question elle est vite répondue. Et d'ailleurs, parlait apparemment ont beaucoup tourné sur les chaînes françaises des images d'une manifestation d'agités qui réclamaient le bombardement de Washington ou un truc dans ce goût-là. T'as pas vu ça? Non, si, non, ce que ça reflète, alors ça précisément non, mais ce que ça reflète en revanche, c'est que depuis comment dirais-je, l'abandon de Kherson et donc le retrait des troupes russes qui étaient à Kherson, etc., on l'a déjà dit, il y a toute la frange de Dur qui prend ça comme une trahison. Et donc, vous voyez sur les canaux sociaux, enfin Telegram, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Il y a effectivement des affiches, des punchlines très très dures qui circulent à ce sujet-là. Une fois de plus, c'est vraiment par définition une frange très très minoritaire. Et qui ont, oui, effectivement des positions un peu extrêmes sur ce sujet-là. Hein. Donc, oui, mais même ceux-là, je ne les vois pas poser aujourd'hui un problème quel qu'il soit pour le pouvoir. Hein. À mon avis, ça reste, à ce jour, en tout cas, des gens qui sont très, très marginaux. Bien, merci beaucoup Igor d'avoir tenu la boutique aujourd'hui, toujours brillamment, toujours très complet. Des réponses à toutes ces questions. Donc, merci de votre fidélité à tous. Pavel, tu as sûrement des choses à nous dire. Oui, je souhaitais conclure le briefing d'aujourd'hui par un vers de Lamartine, nous disant que l'univers est à Dieu et nous n'avons à nous que le jour d'aujourd'hui. Je tiens à spécifier que dans ce cas particulier, Lamartine s'écrit en un seul mot. Pour le reste, vous avez, chers amis, les canaux de communication traditionnels, le fil Telegram, le lien Hotmail, et puis nous nous retrouvons ce jeudi à 17h30 ou 16h30. Je m'y perds maintenant. 17h30 heure de Moscou et donc 15h30 heure de Paris, à l'heure d'hiver. Voilà. Tenez bon. Et comme toujours, la Chambre de commerce et d'industrie France ici se tient à vos côtés. À jeudi, au jour d'aujourd'hui et pour le futur. À bientôt.